j'aimerais me lancer dans cette exploration qui, j'espère, ne sera pas aussi labyrinthique que son sujet dans la question du mythe reptilien dans V et V dans le mythe reptilien. Alors, nous sommes envahis par les reptiliens. Ce n'est pas un scoop, non pas comme le prétendent les conspiranoïaques depuis 3 décennies, par des créatures de l'ombre qui nous manipulent depuis les plus hautes instances qui régissent le nouvel ordre mondial, mais par le nombre croissant de ceux qui y croivent. Selon un article paru en 2013 dans The Atlantic, 12 millions d'États-Uniens étaient déjà convaincus que des lézards dirigent leur pays. Et nous sommes aussi envahis par la figure fictionnelle, donc, des hommes lézards, dont les premiers s'inspirent, voulant à tout prix lui donner vie. Il suffit de survoler les pages de la Bible popologique TV Tropes, dévolues aux diverses variations de la figure. Je cite Lizard Folk, voire Reptiles are abhorrent, sans parler de Snake People ou des Draconic Humanoids, pour y voir décliner au bas mot plusieurs centaines d'itérations. Alors voici l'image de l'article de The Atlantic sur les croyances reptiliennes. Donc vous reconnaissez un peu une figure qui est devenue assez omniprésente sur le web. Alors, à peu près ce que tout le monde sait de cette théorie du complot, donc, qui affirme donc l'existence de ces lézards parmi nous, c'est qu'elle est en grande partie attribuée à David Icke, donc un complotiste professionnel, si l'on veut, qui, dès la fin des années 90, a articulé cette théorie dans plusieurs ouvrages conspiranoïaques. L'opinion commune voudrait aussi que ce soit en grande partie inspiré par le succès colossal, planétaire de la série V dont nous allons parler. En fait, la question est plus complexe. Le mythe des reptiliens précède de plusieurs décennies V et c'est un peu ça dont je vais vous parler. Alors, le mythe est lui-même présent dans quantité de présentation, de quantité de création de la pulp fiction des années 20 jusqu'aux années 60. Il se retrouve illustré premièrement donc dans les magazines Pulps et Stricto Sensu. Donc là, ici, vous avez Monsters of Mars de Edmond Hamilton, un spécialiste du space opera et spécialement de la destruction de monde, World Wrecking, dans Astounding Stories. Donc ici, nous trouvons une des figures que l'on trouve parce qu'il y a toute une typologie, comme s'amuse à nous le démontrer TV Tropes, il y a toute une typologie des reptiliens. Ici, ils sont plutôt proches du crocodile. Nous avons dans Planet Stories, donc Golden Amazon of Venus, ce sont encore des hordes de reptiliens qui ici s'attaquent aux Amazones éponymes du titre, tout le thème de la Belle et la Bête qui revient sans arrêt dans ces pulps. Nous l'avons, donc là aussi encore une autre illustration à l'intérieur de ce pulp sur cette guerre qui oppose Amazon et reptiliens. Des reptiliens dans Seekings of Mars de Leigh Brackett, qui est par ailleurs scénariste, surtout connu pour avoir été la scénariste d'Empire Strikes Back, donc couverture quelque peu mensongère, etc. Vous avez donc, dès les années 20-30, il y a une figure dans les pulps de science-fiction de la menace reptilienne. Alors, elle vient souvent des mondes perdus, c'est là qu'elle naît en réalité, donc d'une sorte de passé primordial, à l'instar des grandes créatures de l'âge des reptiles, précisément les dinosaures, etc. Donc, c'est une sorte de figure miniaturisée et elle se projette, comme c'est souvent le cas dans la science-fiction des pulps. On voit qu'il y a une projection de l'imaginaire des mondes perdus, donc de cet imaginaire d'un passé archaïque qui reste et qui parfois fait irruption dans le monde du présent, de la diégèse. Il y a projection de cet imaginaire donc vers l'espace extérieur. Il y a là une transition, j'ai déjà travaillé dans d'autres articles, mais il y a une transition très intéressante de l'imaginaire donc du monde perdu vers l'imaginaire des planètes extraterrestres, et il en va de même évidemment pour les créatures qui peuplent ces univers. Donc, on a historiquement des figures de reptiliens de monde perdu, une très connue étant un épisode de la saga de Conan le Barbare, Shadow Kingdom, qui est importante parce que, dans le sens, à plusieurs titres, mais notamment parce qu'elle introduit le thème de l'infiltration, le thème du mimétisme reptilien
et de son infiltration dans les hautes sphères du pouvoir, justement, mais dans le registre de la fantaisie héroïque initialement. Donc, nous avons ce modèle-là. Nous avons ensuite un modèle qui est celui des reptiliens extraterrestres, donc venus de l'espace extérieur en tant que figure d'envahisseurs. Et disons que c'est déjà une sorte de cliché. Ce n'est pas dominant, ce n'est pas une figure dominante. Il y a d'autres concurrents. Il y a notamment tout ce qui relève des batraciens, dont la figure la plus connue, c'est justement The Creature of the Black Lagoon et des années 50. Donc ça, c'est un concurrent important de la figure du reptilien, mais il y en a d'autres. Parallèlement, ce qui se produit autour des années 40 et autour de l'œuvre en tant qu'éditeur de Ray Palmer, œuvre vraiment cruciale dans l'histoire de la science-fiction, mais aussi dans l'histoire des parasciences, des paracroyances et du complotisme en général, c'est que Ray Palmer va de plus en plus vouloir brouiller les cartes entre la fiction et le réel, si l'on veut, ou le réalisme. Et c'est notamment lui qui articule ce qu'on a appelé le mystère Shaver, donc un auteur qui affirme avoir réellement vécu des épisodes totalement délirants dans le registre des mondes perdus, mais qui fusionnent un peu avec l'idée de la menace extraterrestre. Il s'agit d'extraterrestres qui sont venus il y a très longtemps et qui appartiennent donc à un univers de monde perdu. Et à travers Shaver, il y a un pont qui se crée entre le milieu de la science-fiction et le milieu de ce que les anglo-saxons nomment parfois la occult culture, donc la culture ésotérique, de l'occultisme, etc. Donc, dans ce contexte-là, il y a un premier tournant important qui est celui d'un couple assez curieux qui s'appelle donc les Efferlin et qui vivent à Californie, comme beaucoup des gens dont on va parler et comme beaucoup justement à la fois d'auteurs du milieu de la science-fiction, d'auteurs du cinéma et de science-fiction et d'auteurs du complotisme soucoupiste, etc., etc. Donc, ce couple commence à publier donc entre 47 et 48 des extraits d'un document appelé le manuscrit Efferlin, qui serait le fruit de leur conversation psychique avec leur mystérieux ami nommé Emery. Selon ce dernier, il y a des millions d'années, l'humanité aurait régné sur un empire de planètes s'étendant sur une centaine de galaxies avant de rencontrer la race qui allait devenir son ennemi mortel, le peuple serpent ou lézard. Il utilise les deux dans le manuscrit, ce qui est une ambivalence significative qui renvoie au double versant du mythe initial. Donc, for some reason not known now, there had always been between the humans and the snake people competitive strife for the dominating position of control and power. Donc, il nous dit que aussi, donc, great wars were fought and slowly mankind lost ground. Le peuple serpent chassa alors la race humaine de planète en planète, dispersant les restes de l'empire humain sur quelques mondes solitaires et sans importance. L'un d'entre eux était la planète Mars, qui resta un foyer hospitalier pour des centaines de générations d'anciens, avant que ceux-ci découvrent que la planète rouge était en train de mourir, son oxygène et son eau s'évaporant lentement dans l'espace. On reconnaît là le script des multiples nouvelles sur les races extraterrestres reptiliennes des pulps déjà évoquées. Cette même année, 49, justement, était publié le Seekings of Mars, dont on a vu l'illustration tantôt. Le grand souverain de Mars envoyait une flotte de vaisseaux spatiaux sur la Terre pour étudier son potentiel en tant que nouveau foyer de l'humanité. Ce groupe d'éclaireurs arrive émerveillé dans le continent subtropical de l'Antarctique, qui est un vieux dada de la théosophie, cette idée que l'Antarctique était une sorte de paradis perdu. Leur peuple s'y installera, construisant 7 grandes villes sur le modèle des villes martiennes, soit selon des critères chromatiques extrêmement kitsch, la capitale Rainbow City, entièrement construite en plastique de toutes les couleurs d'arc-en-ciel. On ne sait pas si c'est déjà une prémonition du LGTB, plus en Californie, tout est possible, même en 1949. En tout cas, on est tout à fait dans le domaine du pulp. Dirigée par les premières incarnations terrestres des 3 anciens, la colonie prospère, constituant le véritable
âge d'or mythique de l'humanité. Mais survient alors, comme dans tous les scénarios de Monde perdu, une grande catastrophe, probablement une attaque surprise du peuple serpent qui frappa la Terre et la fit basculer sur son axe. Le paradis antarctique devint glacé inhabitable, forçant les survivants du désastre à abandonner leur grande ville pour s'installer dans les régions sauvages du Nord, où, après des milliers d'années d'adversité, ils finirent par oublier toutes leurs connaissances technologiques, tandis que le souvenir de l'époque glorieuse des anciens devenait des mythes et des légendes. Donc on voit bien que le couple Efferlin est en train de transposer tous les vieux topoi des romans de l'aventure mystérieuse dans le discours ésotérique. Ils vont décrire d'ailleurs, à travers cette sorte de conférence psychique avec leur sorte de médium, ils vont décrire leur voyage, le voyage de leur correspondant télépathe dans la ville de l'Arc-en-Ciel, désormais enfouie sous des milliers de mètres de glace. On y trouve, sous les voûtes du grand temple pyramidal, des créatures serpentines préservées dans des cuvettes. On reconnaît là le schéma du texte culte de Lovecraft, donc Les montagnes hallucinées, The Mountains of Madness de 1936. Dans ce récit, comme on sait, une expédition scientifique perce un trou dans la croûte de glace de l'Antarctique, découvre un tunnel rempli de cadavres bien conservés de formes de vie extraterrestres. Plus près du pôle sud, l'expédition découvre une grande ville déserte cachée derrière des montagnes et trouve des gravures racontant l'histoire d'une race d'entités anciennes qui s'est installée au pôle il y a près de millions d'années et qui a créé des formes de vie de la Terre. Lorsque le grand froid est arrivé, les anciens se sont d'abord installés dans les océans, puis ont migré jusqu'à la mer à l'intérieur de la Terre. La connexion entre le discours des Efferlin qui se présente comme une sorte de révélation ésotérique et l'univers des pulps est très évidente dans leur cas, puisqu'ils ont par ailleurs présenté des textes dans le magazine Pulp dirigé par Ray Palmer. Il publie notamment une lettre en 1947 qui affirme que les soucoupes volantes, donc qui venaient juste de défrayer la chronique, provenaient en fait de la ville arc-en-ciel sous l'Antarctique. On pouvait s'en douter. On voit donc comment les idées transitaient de plus en plus autour d'Amazing Stories, donc le magazine de Palmer, entre les milieux de la SF et ceux de l'occulture états-unienne, selon une stratégie savamment mise en place par Palmer lui-même, dont la carrière ultérieure allait justement se poursuivre à la croisée de ces deux champs culturels. Et on dit parfois que Palmer est non pas exactement l'inventeur, mais si quand même dans un sens, des soucoupes volantes. C'est-à-dire que c'est lui le premier qui va donner un immense écho au premier récit de contact avec des soucoupes volantes et il va créer un magazine Flying Saucer, donc directement centré sur cette question et ça va être le lieu de rassemblement des premiers groupes ufologiques ou soucoupistes. Et bon, ils ne sont pas les seuls. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur tout ça. Il y a un autre personnage tout à fait bizarre, Maurice Doréal, donc, qui est le pseudonyme de Claude Diggins, qui est le fondateur de la Brotherhood of the White Temple et qui lui aussi est en train de délirer assez fermement sur ces mystères reptiliens. Le plus important restera sans doute un texte très singulier. Donc, on est là un peu entre justement les croyances, le pulp et aussi chez certains d'entre eux, ce qu'on appelle donc les hétérodoxes littéraires, sinon les fous littéraires, mais en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de l'écriture du délire. Et c'est notamment le cas donc de ce personnage, Robert Ernst Dickoff, alias Songma Red Lama, messager du Bouddha, et qui, dans Agartha de 1951, livre vraiment le canevas le plus développé sur cette idée que l'on retrouvera plus tard reprise par David Icke, cette idée d'une conspiration reptilienne, donc des extraterrestres qui seraient venus sur Terre il y a des millions d'années et qui dominent dans l'ombre, qui noyotent, infiltrent et dominent dans l'ombre toutes les hautes sphères de la politique internationale et notamment des grandes superpuissances. Le texte donc de 51 montre très bien le fantasme
apocalyptique de la bombe atomique. Il y a toute une réflexion justement que la bombe atomique, c'est une création inspirée par les reptiliens qui, au fond, veulent l'extermination. Alors, avec une ambivalence qu'on retrouve souvent dans ces complots, c'est que, comme on verra aussi dans V, les motivations sont parfois incertaines, voire quelque peu contradictoires, puisqu'il est question aussi chez Dikoff, comme d'autres avant lui, parmi ceux que j'ai cités, il est question du fait que les reptiliens veulent se nourrir des humains, ce qui est un peu en contradiction avec l'idée de les blaster à la bombe atomique. Je vais citer un truc assez rigolo par rapport à V. Donc, the serpents in human masquerade have more than well succeeded in entering all these religious divisions of the hated human race via thought control on their own conspicuous spiritual battlefront. They can afford casting sly glances about, giving one another the V sign of their own evil victory, the result of a brooding vengeance of the elder gods, as if to mock, ridicule, and challenge them with the sinister purpose of all the Venus serpent endeavor, by keeping man divided here and to rule earthlings in the future. Ironiquement, le V de la victoire, donc allié, sera repris 30 ans plus tard comme titre de la fiction reptilienne la plus massivement diffusée de la culture populaire, alors que dans cette réécriture de l'occupation nazie, le V semblerait désigner les forces de la nouvelle résistance, elle pourrait être comprise par un complotiste féru de reptilianisme comme une allusion cryptique pour guider les véritables résistants. Bien que les visiteurs disent venir de bien plus loin, près de l'étoile Sirius dans la constellation du Grand Chien, l'on pourrait alors reconnaître dans la polysémique lettre du titre la référence à leur véritable origine, les Vénusiens d'Agartha, rêvés par Dikoff. Ceci allait inspirer directement les théories ufologiques reptiliennes. By the time reports of underground alien installations began to appear in the late 80s, the fictional scenario of reptoids presented as fact by occultists like Dikoff was available fully formed, écrit Barkin, un des rares chercheurs à s'être intéressé à toute cette théorie et à tout cet univers. De fait, Dikoff reste sans doute la source la plus directe de la version la plus virale du mythe reptilien, celle présentée par David Icke au tournant du millénaire. Comme l'affirme Joshua Blueboss dans son blog consacré aux divers avatars du fortisme, Dikoff's conservative theosophy would form the basis of later conspiracy theories, especially those of David Icke. One could even hear their echoes in the X-Files. It was through Dikoff and those who shared his worldview that the line between fiction and non-fiction was eroded, giving birth to movements at the end of the 20th century and beginning of the 21st that radically refused such divisions. Ford, too, was essential to this process, not only by influencing Dikoff, but in his own writing, which similarly blurred the border between fact and fantasy. Our postmodern world began here. Ce qui est une généalogie de la postmodernité à laquelle Lyotard ne semble pas avoir pensé à son époque. Que se passe-t-il par la suite? Donc, après l'étrange floraison du mythe reptilien au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, force est de constater un étrange hiatus où les reptiliens semblent disparaître au sein des 50s, malgré la triple éclosion des monster movies, du soucoupisme et de la science-fiction. Serait-ce là le fruit de la concurrence darwinienne des figures monstrueuses qui penchent alors plutôt du côté du gigantisme, ou bien l'éclipse des formes les plus invraisemblables de l'imaginaire pulp, alors que la science-fiction littéraire aspire à plus de légitimation culturelle, ou encore l'ostracisation des spéculations les plus délirantes par un discours ufologique de plus en plus assuré de ses codes et de sa mythologie. Il s'agit en fait d'une période de latence pour le mythe reptilien, avant le retour en force de toutes les références majeures pulp, Edgar Burroughs, Merritt, Abraham Merritt, H.P. Lovecraft, Howard, qu'il avait façonné, et leur diffusion et recyclage massif au sein de la contre-culture des 60s. C'est dans cette nouvelle décennie que la figure des reptiliens va sinon se renouveler, se vulgariser et essaimer divers aspects de la culture pop, notamment à travers deux nouveaux vecteurs de l'imaginaire social, les comic books et la télévision. Vous reconnaissez sans doute les Skrulls, qui sont des sortes de némésis, d'archi-ennemis parmi plusieurs autres des Fantastic Four, des quatre fantastiques. Ils apparaissent ici en 62 dans le deuxième numéro donc, des quatre fantastiques. Alors, la particularité des Skrulls, comme vous le voyez ici, c'est justement celle du mimétisme, celle que l'on trouvait déjà donc, dans Shadow Kingdom, celle que l'on trouvait dans les théories de l'occulture sur l'invasion
reptilienne, etc. Alors, évidemment, on est là dans des domaines assez underground à plusieurs niveaux. Il est difficile de savoir quel a pu être l'impact réel d'un livre, d'un truc comme le manuscrit Hefferlin ou d'un texte comme Agartha de Dickov. Ceci dit, le fait qu'ils apparaissent très vite dans d'autres, dans des anthologies sur la Terre creuse, sur les théories de la Terre creuse, par exemple, etc., montre que très clairement, il y a eu des gens qui ont eu connaissance, qui se sont intéressés à cela. On sait que Jack Kirby était très féru de ces théories du paradigme de ce qu'on appelle les Ancient Aliens ou Ancient Astronauts, donc la théorie que nous sommes le fruit d'une expérimentation faite par des extraterrestres qui sont venus sur notre planète il y a des milliers d'années, etc., qui est le paradigme de beaucoup de ces fictions, comme on a déjà un peu rapidement évoqué. Stan Lee faisant feu de tout bois, connaissant aussi un peu les cultures un peu marginales à laquelle le comic book était par ailleurs souvent associé, nolens volens si on veut. Donc, c'est fort possible que ce soit par les billets, soit des pulps de Shaver. Il y a beaucoup de thèmes shaveriens qui apparaissent dans la Marvel à partir des années 60, etc. Le fait est qu'il y a une dissémination de certaines de ces figures. Il y a plusieurs autres reptiloïdes chez Marvel dans les années 60. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais plutôt vous parler d'une nouvelle tout à fait étonnante qui apparaît exactement au même moment. Un an après l'apparition des Skrulls, une nouvelle apportait une variation singulière du mythe reptilien. 8 O'Clock in the Morning de Ray Faraday Nelson, paru dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction, présente une réécriture radicale du motif gnostique de l'anarognèse platonicienne, voire en réalité plutôt néo-platonicienne. Et ce, dès l'incipit extrêmement abrupt in medias res. Georges Nada, au nom on ne peut plus allégorique, opposant le néant ontologique à un des prénoms anglo-saxons les plus anodins. Je me suis amusé, comme on est à l'ère d'Internet et qu'on peut tout chercher, je me suis amusé à savoir qu'en 1962, c'était exactement le 34e prénom le plus populaire, après avoir occupé le 4e rang pendant des décennies selon le site web Beyond the Name. Donc, vraiment l'opposition entre l'anodin total et cette sorte de néant ontologique. Il se réveille totalement, awoke all the way, après une séance publique d'hypnose. Georges ne revient pas simplement à lui, soit au néant ontologique de son patronyme, mais il accède à un réveil métaphysique qui lui permet de percevoir le réel derrière les apparences trompeuses du monde. Or, cette réalité ultime est celle de la domination reptilienne, éco-science-fictionnelle de celle du mauvais démiurge gnostique. Then he noticed, spotted here and there in the crowd, the non-human faces, the faces of the fascinators. They had been there all along, of course, but only George was really awake, so only George recognized them for what they were. He understood everything in a flash, including the fact that if he were to give any outward sign, the fascinators would instantly command him to return to his former state, and he would obey. Le ton détaché, héritière de l'écriture ironique des pulpsters kafkaïens à la Frederick Brown, plonge le lecteur implicite dans un cauchemar plus angoissant encore que les avertissements apocalyptiques de Dickhoff, dont le texte semble s'inspirer. George est littéralement passé de l'autre côté du miroir, qui, contrairement à celui encore tout allégorique de Lewis Carroll, se décline ici sur tous les supports de la sémiosphère marchande. At intervals along the street, George saw the posters hanging with photographs of the fascinators' multiple eyes and various commands printed under them, such as work 8 hours, play 8 hours, sleep 8 hours, and marry and reproduce. Vous avez ici une de ces illustrations de cette scène, justement le monde de l'autre côté du miroir reptilien. Sous la fantasmagorie, au sens benjaminien des panneaux publicitaires, le véritable message se dévoile. Sous la séduction, l'injonction totalitaire. Il s'agit là d'une variation autour d'un motif majeur du discours social de l'époque, celui de la manipulation du public par messages subliminaux interposés. Alimenté par les polémiques autour du best-seller de Vance Packard, The Hidden Persuaders, paru en 1957, ce motif radicalisé la critique de la culture de masse inaugurée par l'école de Francfort est devenu hégémonique dans le discours de l'intelligentsia états-unienne.
Ironiquement, le livre de Packard ne faisait qu'une brève mention au motif, sans d'ailleurs utiliser le terme subliminal, et ce, à travers une citation d'un article du London Sunday Times. Donc, qui plus est, Packard citait aussitôt après un psychologue sceptique à l'égard de l'efficacité présumée de ces techniques. En réalité, son étude est véritablement centrée sur les techniques de persuasion supraliminaires qui visent à manipuler les pulsions cachées des consommateurs, telles que dévoilées grâce à des nouvelles techniques de recherche, en partie issues d'une instrumentalisation marchande de la psychanalyse. Toutefois, il est symptomatique que la réception du livre se focalisa tout particulièrement sur le motif plus profondément anxiogène de la manipulation subliminale. The book is often credited or discredited with influencing public awareness of subliminal techniques, écrit Michel Nelson. For example, one critic written in 1958 proclaimed, subliminal cues, for whatever they may be worth, are but the latest weapon in the arsenal of the psychological manipulator. Results of a public opinion poll taken just a couple years after the book was published showed that public awareness of subliminal techniques by the advertising industry was 41%. L'impact du livre fut phénoménal, modifiant la manière dont le public et l'industrie elle-même percevaient la publicité, contribuant à une vision paranoïaque qui parfois emprunte aux tropes science-fictionnels, comme dans cette réflexion contemporaine de Theodore Levitt. What are the effects of manipulation, whether it be blatant persuasion or subtle motivation like the hidden persuaders? Will we become a nation of robots with mechanical appetites? Le récit de Nelson s'inscrit parfaitement dans ce paradigme, ce qui explique par ailleurs la rapidité de son exposition, qui n'a qu'à évoquer le motif pour qu'il soit reconnu immédiatement par le lecteur implicite. Qui plus est, c'est précisément la télévision, média particulièrement mal aimé par la critique de la société de masse, qui est surtout visée. A TV set in the window of a store caught George's eye, but he looked away in the nick of time. When he didn't look at the fascinator in the screen, he could resist the command, stay tuned to this station. George lived alone in a little sleeping room, and as soon as he got home, the first thing he did was to disconnect the TV set. In other rooms, he could hear the TV set of his neighbors, though. Most of the time, the voices were human, but now and then he heard the arrogant, strangely bird-like croaks of the aliens. Obey the government, said one croak. We are the government, said another. We are your friends. You'd do anything for a friend, wouldn't you? Obey, work. L'invasion reptilienne passe donc par le contrôle de ce médium unanimement perçu comme manipulateur par l'intelligentsia, comme le montre Brantlinger. Chez Nelson, la voix de la télévision est celle des hidden persuaders, littéralement monstrifiés. Le soi-disant divertissement télévisuel se dévoile ainsi comme une véritable injonction totalitaire à l'obéissance et la productivité capitaliste. On reconnaît là les critiques du loisir comme véritable aliénation calquée sur celle du travail, avancée dans la dialectique des Lumières d'Adorno et Horkheimer et plus tard reprise par Guy Debord. Ce régime se complète dans la nouvelle par un contrôle policier de la population, relisant Dickov à la lumière d'Orwell. Ainsi, les fascinateurs, aussitôt avertis du réveil du dissident, veulent-ils l'induire au suicide au moyen de l'hypnose. Sortant dehors, Georges tue un des reptiliens camouflés sous les traits d'un vieil ivrogne adorable. La scène, tout aussi surprenante que tout ce qui précède, nous n'en sommes qu'à la 2e page du récit, permet une certaine hésitation fantastique. Georges est-il tout simplement psychotique? En fouillant les poches de sa victime, Georges trouve une petite radio qui émet dans une langue incompréhensible, je cite, et un couteau et une fourchette de forme curieuse. Il décide alors d'essayer d'éveiller les autres et se rend chez sa copine qu'il tente de réveiller à coups de gifle. Topos misogyne des films noirs de l'époque, ici quelque peu ironique, soulignant la perte du contrôle du personnage masculin. Survient un voisin reptilien dont Georges tranche aussitôt la gorge, nouvel écho de la violence délirante des récits hard-boiled, à la croisée du Mike Hammer de Spillan et des narrateurs psychopathes de Jim Thompson. Dans une scène qui reprend la mécanique infernale des romans noirs paranoïaques de William Irish et leur réécriture science-fictionnelle chez Philip K. Dick, ami et collaborateur de Nelson par ailleurs, il est confronté à un regard extérieur sur ses actes qui met radicalement en question sa santé mentale, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la diégèse. Le lecteur implicite hésite alors entre la perception du personnage, la forme du reptilien reste invisible à sa copine car elle est encore dans son sommeil ontologique, et celle de Lyle. George a tout simplement tué M. Coney. George se rend alors dans la chambre de sa nouvelle victime, tranche la gorge de son autre occupant et trouve des restes humains à moitié dévorés, ainsi que des fœtus flottant dans des bocaux qu'il extermine. La violence de l'écriture syncopée et vertigineuse épouse celle de ses actions, dramatisant les thèmes dicophiens en un véritable cauchemar à mi-chemin entre le hard-boiled et l'horreur gothique. S'ensuit une scène de dérive urbaine et nocturne, tout aussi héritière des cavales des innocents persécutés dans les récits irishiens.
George finit par se rendre jusqu'au studio de télé où il poursuit son jeu de massacre jusqu'à éliminer le présentateur et prendre sa place sur les ondes cathodiques, exhortant la population à se réveiller et tuer les fascinateurs. La conclusion de la nouvelle est tout aussi abrupte que son début. Ironiquement, le message de George déclenche une guerre, mais George n'assistera pas à la victoire finale puisqu'il meurt d'une attaque cardiaque à l'heure indiquée par le fascinateur. Cette nouvelle singulière d'un auteur à la croisée de la Beat Generation et de la New Wave de la science-fiction, il fut proche autant de William Burroughs, Ginsberg ou Gregory Corso que de Moorcock ou Philip K. Dick, avec qui il coécrivit The Ganymede Takeover en 1967, publié le mois même de l'assassinat de John Kennedy, connut un destin singulier. Restée confidentielle pendant 2 décennies, elle fut adaptée par Bill Ray en comic book sous le titre emblématique de Nada en 1986, où toute référence reptilienne fut évincée au profit d'une grotesquerie extraterrestre à la lisière du parodique. Et nous avons là la scène, donc l'adaptation très fidèle, si ce n'est le détail que justement, malheureusement pour nous, disons, dans la version comic book, vous voyez que le monstre n'est pas du tout particulièrement reptilien, il est plutôt totalement grotesque. Alors, comme on sait, c'est sous cette version que John Carpenter tomba sur l'histoire. C'est en lisant le comic book dans l'anthologie Alien Encounters et décida d'en faire le canevas de son film They Live en 88, transposant la critique de la culture de masse dans le contexte de la révolution conservatrice réganienne et oubliant lui aussi les reptiliens au profit des figures squelettiques plus proches des zombies romériens, déjà érigés en emblème de satire du consumérisme dans Dawn of the Dead de 79. Donc, je vous rafraîchis la mémoire avec une image donc, du monde en noir et blanc donc, de They Live. Donc, on est face plutôt à quelque chose qui est beaucoup plus une sorte de vanitas baroque. Donc, bon, je ne vais pas entrer dans le détail pour They Live, mais ça se présente directement comme une adaptation du récit de Nelson, et le motif de la manipulation subliminale est magnifié, alors que justement, dans le discours social, elle était aussi magnifiée, notamment suite au best-seller sensationnaliste de Wilson Brian Key. La satire sociale est beaucoup plus explicite que dans la nouvelle, comme l'on sait, etc. Toutefois, 5 ans avant cette célèbre adaptation, une autre œuvre culte avait elle aussi repris, sans la citer, la paranoïa reptilienne de Nelson pour s'attaquer à l'Amérique de Reagan. Donc, on arrive enfin à V, ou l'horreur politique des reptiliens. Le traitement le plus célèbre donc, du mythe reptilien reste la série V, déclinée initialement en 2 mini-séries, V en 83, V de Final Battle 84, une série V de Series 84 et des extensions transmédiatiques, dont 16 novélisations, une série de comic books pour DC et un jeu vidéo. Une erreur répandue donc sur le web veut en faire la source des théories complotistes sur les reptiles, dont nous avons vu qu'elle précède de plusieurs décennies la série. Il est toutefois évident que le succès planétaire de cette dernière a réactivé et intronisé la figure, inspirant et permettant ensuite une plus grande diffusion des thèses complotistes de David Icke et ses disciples. Si Kenneth Johnson est prolixe sur ses sources les plus littéraires, It Can't Happen Here de Sinclair Lewis, mais aussi Guerre épée de Tolstoï, par exemple. On ne voit pas trop le rapport, mais il a souvent affirmé cela. Il est beaucoup plus illusif, le malin, sur les origines plus pop de sa saga, à commencer par l'inévitable Twilight Zone de Rod Serling, notamment 2 épisodes, donc The Monsters Are Due on Maple Street de 60 et To Serve Man de 62. Nous ne savons donc pas si Johnson a lu Nelson ou s'il a pu avoir vent des théories d'Indikoff. Parallèlement, s'il s'est abondamment prononcé sur l'allégorisme politique de la série, il n'a jamais réellement expliqué pourquoi il avait choisi des lézards de l'espace en guise de nazis intergalactiques. Certes, comme on espère l'avoir démontré, la figure était devenue un cliché de la science-fiction au fil des décennies. Mais il est difficile de croire, au vu de tout ce qui précède, que le choix fut parfaitement innocent. Si les visiteurs ne s'infiltrent pas en catimini, paradant au grand jour tels des véritables troupes d'occupation travesties en stars du glam rock, ou plutôt 80s oblige des New Romantics, il reste qu'ils occultent leur véritable nature aux humains, à la manière des reptiliens de Nelson ou Dikoff. Rappelons que chez ce dernier, les reptiliens occupent les échelons les plus hauts de la société, œuvrant à la soumission collective des humains, tandis que chez Nelson, l'invasion a déjà eu lieu de manière d'autant plus efficace qu'elle n'a même pas été signalée, opérant par hypnose collective et contrôle absolu des médias. Techniquement, il ne s'agit pas de shapeshifters mimétiques comme dans le Shadow Kingdom de Howard ou la saga des Skrulls,
mais plutôt de reptiliens parfaitement déguisés en humains, selon les codes des effets spéciaux en latex chers aux années 80, ce qui permet les célèbres scènes horrifiques de visages littéralement déchirés, inspirées du body horror d'Alien et The Thing. L'aspect du dévoilement est ainsi radicalisé et somatisé, voire métatextualisé. How can they fake this? Se demande un personnage dans le premier pilote, ce à quoi un autre lui répond, Movies do it all the time. Bon, on ne peut pas se gâcher le plaisir de voir des visages de V déchirés, donc vous en avez plusieurs. Vous avez un autre assez sympathique et nous avons Diana elle-même. Donc, c'est des images qui ont vraiment rendu très iconique cette série. Contrairement au contexte des mondes perdus qui les avaient vus naître et sa réécriture dans le paradigme des Ancient Aliens, les reptiliens de V ne sont pas des créatures d'un passé primordial qui fait retour. Ils sont même entièrement tournés vers l'avenir, bioénergétique, géopolitique et biopolitique. Comme les Skrulls, les visiteurs sont une race militariste d'extraterrestres reptiliens originaires d'une lointaine planète, proche dans leur cas de l'étoile Sirius, donc dans la constellation du Grand Chien. Selon un cliché du space opera abondamment repris par l'imaginaire sous-coupiste, leur planète a souffert de graves problèmes environnementaux qui ont menacé la survie de leur espèce, les obligeant à créer une flotte de vaisseaux mers leur permettant de parcourir l'espace en quête d'autres mondes dont piller les ressources. Une flotte a été envoyée sur Terre, dirigée par le commandant suprême John, afin de mettre en œuvre le plan surnois du mystérieux leader de cet empire totalitaire pour convaincre les espèces indigènes de se soumettre à leur domination. Johnson apporte une variation certes originale au précédent par un non-fiction reptilienne. De par le parallélisme constant avec l'occupation nazie et la focalisation sur la possibilité du retour du spectre fasciste au sein même de l'Amérique reaganienne. Contre le spectre d'une simple altérité abjecte, c'est ainsi un jeu plus complexe qui s'installe entre le monstre extérieur et la monstruosité intérieure, non seulement au niveau du double chassé-croisé entre l'humain et l'inhumain. Les reptiliens aux apparences humaines s'appuient pour leur hégémonie sur la servitude volontaire des humains, prêts à toutes les compromissions, dont celle de trahir leur propre espèce, mais aussi entre la menace de l'invasion et celle du fascisme endogène, selon le modèle du roman de Sinclair Lewis. You always said it couldn't happen here, then one day we woke up and we were living in a fascist state, déclame le résistant héroïque Mike Donovan. La dialectique est d'autant plus complexe qu'une sorte de résistance de l'intérieur, la cinquième colonne des visiteurs, s'allie avec celle des humains face au système monstrueux mis en place par la coopération entre les occupants et les collabos, le modèle de Vichy étant explicitement évoqué par Johnson. Ce double chassé-croisé est illustré par un des échanges entre Mike et le visiteur de la cinquième colonne, Martin. How'd someone like that get to be your leader anyway? Demande le premier. Charisma, circumstances, promises. Not enough of us spoke out to question him until it was too late. It happens on your planet, doesn't it? Lui répond le deuxième. Rencontrant le secrétaire général des Nations Unies, le commandant suprême John explique à l'humanité que ce sont des visiteurs pacifiques. Le terme est en soi un détournement de la première rhétorique sous-coupiste, qui présentait les extraterrestres comme des observateurs plutôt bénéfiques, et non, comme c'était plutôt le cas dans le cinéma de science-fiction, et comme c'est véritablement le cas dans la série, des envahisseurs. Il propose un échange entre des ressources terrestres dont ils ont besoin pour restaurer leur planète mourante, des produits chimiques qui sont traités comme des déchets par les humains, et le transfert de leur technologie de pointe. Nous voyons là plusieurs thèmes obsédants de l'ère reaganienne s'enchevêtrer autour d'un canevas bien connu. La finitude des ressources, écho de l'impact du rapport de 72 du Club de Rome, les limites de la croissance, allié à la hantise de la pollution, le dépassement technologique des États-Unis par le Japon. Lors d'une inauguration de la première installation industrielle sur fond de musique de Star Wars, accompagnant le déploiement martial des troupes d'occupation reptilienne sous l'égide de la dominatrix glaciale Diana en guise de Darth Vader SM, s'y ajoute la question du déclassement des travailleurs. Un personnage afro-américain se plaint de l'arrivée de cette nouvelle main-d'œuvre étrangère. Man, look at all these guys. First we had to fight the Yankees for a job, then it was the Mexicans, and now look at all these creeps. They're not even from this planet. On découvrira avec Mike Donovan, lors du premier épisode de la mini-série originale, que cette proposition n'est qu'un écran de fumée, rappelant encore une fois le contexte historique de l'occupation allemande et de la propaganda Abteilung. Infiltré dans un des vaisseaux mers, Mike apprend d'un visiteur nommé Martin que le véritable objectif est bel et bien de conquérir et de soumettre la planète, d'extraire toute l'eau de la Terre et de récolter la race humaine comme chair à canon pour les guerres des visiteurs avec d'autres races extraterrestres et comme nourriture. The leader needs them living. Some of them will be made into troops for battle with his enemy. What about the others? In addition to the water, there is another basic shortage on our planet. Food.
C'est là un sort, somme toute, similaire à celui réservé aux humains par les reptiliens chez Dikov. Ceux-ci comptent s'en nourrir tout en envahissant notre planète pour épuiser ses ressources, version radicale du Lebensraum qui alimente la biopolitique intergalactique du space opera. Ce dont Nelson donnait une sorte de condensé synthétique et horrifique dans la vision sinistre de l'appartement reptilien, restes humains d'un festin cannibale, entre guillemets, et fœtus en gestation. Ce registre horrifique se concrétise dans la vision des cocons où les humains sont suspendus, se multipliant à l'infini, préfiguration du motif dans The Matrix de 99. Donc, j'ai fait des captures d'écran. Alors, la première, donc vous voyez quand il arrive justement dans les cocons où sont suspendus les humains, une des scènes aussi très body horror et très marquante pour l'époque. Et puis surtout cette grande image, donc faite avec la technique ancienne du matte painting, de cette sorte d'immense réservoir qui est clairement ce que reprendront les Wachowski dans The Matrix. Donc, what is this? They are your people. Dead? No, just the sight of death. Metabolism slowed extraordinarily. Diana's work. The people disappeared. My son, is he somewhere in here or in another ship like this one? Il s'agit d'un topos familier de la science-fiction depuis l'ère des pulps, dont Brian Duval a réuni un catalogue fort illustratif sur Pinterest. Donc, baptisé par la Bible popologique TV Tropes comme People Jars, donc des gens dans des bocaux ou des bocaux à gens. Ironiquement, la suspension animée était plutôt réservée aux reptiliens chez les Hefferlings et à leur suite Dikov. Mais il rejoint ici la tradition des manipulations opérées par les envahisseurs extraterrestres dans la droite lignée de la scène similaire de The Puppet Masters de Heinlein de 59, un grand classique de la parano-fiction extraterrestre. Il est symptomatique que ce motif se soit incorporé au tournant des années 80 dans les récits des enlevés, les abductees, dans le sillage des écrits de Bud Hopkins, Whitley Strieber, David Jacobs ou John Mack. Il deviendra par la suite récurrent dans la mythologie reptilienne. Qui plus est, il s'inscrit ici dans le parallélisme historique avec le nazisme, les expérimentations monstrueuses de la sadique Diana étant un écho direct de celles entreprises par les médecins de la mort dans les camps nazis. Diana devenant une nouvelle Ilsa, selon l'iconographie sadienne de la Nazi-exploitation, intronisée par le film éponyme de 1975. Cette nouvelle Diane chasseresse, prototype antique de la femme fatale, cumule toutes sortes d'atrocités, chargée de la conversion des humains, terme du vocabulaire religieux détourné pour évoquer le processus de brainwashing extraterrestre, écho à la fois de l'Inquisition et de la panique de la guerre froide relative au conditionnement psychologique, et lui préfère souvent la torture classique au chalumeau. Elle se montre d'ailleurs sceptique face aux directives de conversion universelle prônées par le leader. He doesn't understand that my conversion process is still limited. It doesn't work the same on every human subject. No, but when it does work, dit Stephen, it's remarkable. Yes, it is, dit Diana. The problem is our leader then says, why not convert them all? He doesn't understand that the human will is much, much tougher than we bargained for. To convert them all would take forever. However, we will continue to refine the process. Fusionnant Eros et Thanatos, Diana est aussi en charge des expérimentations d'hybridation sexuelle. C'est elle qui surveille et orchestre l'accouplement entre la jeune teenager Robin Maxwell, fille d'un des scientifiques persécutés par les envahisseurs, et le jeune visiteur Brian, dans une scène particulièrement perverse qui suggère un ménage à trois sous l'égide de la dominatrice, Brian embrassant Robin tout en regardant Diana de l'autre côté du faux miroir. Son ascendant sur sa jeune recrue tient à la fois du pouvoir médical et militaire, ainsi que de l'initiation sexuelle entre cougar et dresseuse. Presently, I want your help with an experiment, medical experiment, unusual, involving you and her. Le caractère flexisexuel de Diana est par ailleurs fortement suggéré dans la série, son rapport de domination avec ses victimes femelles telles Christine, suivant l'iconographie de la femme déviante qui accompagne le backlash antiféministe de l'entertainment reaganien. Elle s'inscrit ainsi dans le long catalogue des psycho bitches des années 80, selon les thèses bien connues de Susan Faludi. Il s'agit en fait de créer un hybride entre les deux espèces, thème qui lui aussi se situait dans la tradition de la science-fiction pulp, l'eugénisme biopolitique y étant une constante de l'alien sex. Citons par exemple The Conquerors de Keller ou encore ces Human Termites, tous deux parus dans Science Wonder Stories en 1929. Associé aux manipulations des People Jars déjà évoquées, ce thème accompagnait un tournant clairement biopolitique des récits d'abduction extraterrestre au tournant des années Reagan. L'emphase y est de plus en plus mise sur les expérimentations médicales et sexuelles subies par les enlevés.
Les implications théoriques de ce type d'expérimentation génétique sont évidemment profondes, mais comme presque toutes les découvertes que nous avons faites jusqu'à présent sur le phénomène UFO, elles soulèvent presque autant de questions que de réponses, écrit Bud Hopkins dans son best-seller Intruders de 87. Si nous savons que l'un de leurs objectifs est le métissage des humains avec les leurs, pourquoi produisent-ils ces hybrides? Réduisent-ils de manière systémique les différences entre eux et nous afin de pouvoir adapter leur espèce à notre planète et à notre atmosphère? Ou bien ces espèces veulent-elles simplement acquérir des caractéristiques génétiques qu'elles ramèneront sur leur planète, où qu'elles soient, pour enrichir le sol? Ou bien ces hypothèses ne sont-elles que des suppositions anthropomorphiques qui ne rendent pas compte de la situation réelle et complexe? Alors, c'est ironique que ces mêmes questions, donc par un des grands ufologues, théoriciens ou sous-copistes, ces mêmes questions s'appliquent aux expérimentations inhabituelles, entre guillemets, de Diana et resteront une constante de la mythologie reptilienne ultérieure. Au-delà de sa shock value transgressive pour le petit écran du début des années 80, ce thème inaugure un arc narratif essentiel dans la série. Dans la lignée des fictions de gestation horrifique, Rosemary's Baby, etc., il permet d'adresser le tabou du rejet de la maternité, ou dans le versant pathologique de la tocophobie, et la question de la légitimité de l'avortement. Celle-ci était devenue un des fers de lance de la révolution conservatrice, bien que Reagan lui-même n'ait pas pris de véritables mesures législatives à ce sujet. La série semble d'ailleurs refléter l'ambivalence de l'attitude présidentielle. Tout en se déclarant pro-vie, Reagan avait signé le Therapeutic Abortion Act de 1967 lorsqu'il était gouverneur de Californie. Ainsi, si Robin tente d'avorter avec l'aide de Joliet dans le Los Angeles Medical Center où les résistants se sont infiltrés, l'opération est annulée en raison de complications potentiellement fatales. Donc, dans The Final Battle, premier épisode. Le cliffhanger du deuxième épisode de la deuxième mini-série est justement la scène horrifique de l'accouchement par césarienne de deux jumeaux dizygotes, une fille à l'apparence humaine avec une langue fourchue et un monstrueux reptilien aux yeux bleus qui a plutôt un air de famille avec les critters, moins la pilosité. Ça vaut aussi l'illustration. Donc, si vous n'avez pas l'image en tête, donc les bébés, ça c'est le premier bébé, donc c'est la future Elisabeth. Voilà le bébé critter. Donc, le deuxième mourra, donc ce critter un peu en herbe, le deuxième mourra permettant toutefois de découvrir l'arme bactériologique qui aidera la résistance à chasser les visiteurs. La première, quant à elle, deviendra le pivot de la suite du récit. Grandissant à une vitesse prodigieuse, perdant d'ailleurs toute trace de sa langue bifide, donc de sa potentielle monstrification, Elisabeth se rapproche des Wonder Kids chers à Spielberg et au culte de l'enfant roi, intronisé par le consumérisme reaganien. Dans un roman familial pour le moins névrotique, elle est protégée de sa mère, qui a tué son père reptilien, par le père Andrew Doyle, qui la remet à Diana. C'est d'ailleurs elle qui sauve, donc Elisabeth, qui sauve l'humanité in extremis à la fin du troisième et dernier épisode de V, The Final Battle, dans une scène où l'épopée tourne au ridicule et le pathos au bathos. Je ne sais pas non plus si vous avez cette scène à l'esprit, mais c'est un truc assez délirant, un peu Spielbergien au rabais. Donc, c'est cette scène où on ne sait pas pourquoi elle prend les commandes. Donc, un truc, donc vraiment un cas typique de Deus Ex Machina ou de Alien Ex Machina qui est sorti de nulle part dans le scénario. C'est malheureusement une préfiguration de ce qui allait devenir la série ultérieure de 1984, s'abordait par une restriction draconienne du budget et un changement drastique d'équipe créative, avec l'éviction définitive de Johnson et de sa proche collaboratrice Diane Frolov, Brian Taggart n'y contribuant que 2 épisodes. Elizabeth Starchild y occupe encore une fois l'arc narratif principal, cumulant de plus en plus de pouvoirs. Donc, on trouve la télékinésie, on trouve toutes sortes de la mémoire génétique, le pouvoir de guérir, la lévitation, la précognition, enfin tout l'arsenal. Il s'agit là d'une véritable obsession des années 80 qui va de Stephen King, Firestarter 80, au mythe des Indigo Children, en passant par Spielberg, mais son passage abrupt à la puberté et dans la foulée à la majorité légale, tout à coup elle a 18 ans, en fait un avatar d'un autre idéal de l'âge reaganien, celui de la femme-enfant. Transition d'autant plus étrange que l'ingénu intègre aussitôt une sorte de triangle incestueux avec sa mère, jouée par une actrice qui a presque son même âge, qui convoite son amoureux, le motard Kyle Bates. Les amourettes xénophiles ou autres deviennent d'ailleurs de plus en plus importantes, s'intégrant dans la tradition des complications sentimentales du soap opera au gré de la sérialisation. What was once a pretty decent science fiction saga with good drama, humor and suspense ends up becoming Dynasty with lizard makeup and laser guns, écrira un commentateur sarcastique.
Le rapprochement avec Dynasty est par ailleurs d'autant plus intéressant que l'allégorie politique qui avait articulé les deux mini-séries s'estompe complètement au profit d'intrigues de plus en plus concentrées autour des luttes de pouvoir dans les hautes sphères des deux espèces, unies dans un même goût du glamour le plus kitsch. Et le kitsch envahit même le trope horrifique de la dévoration. Au People Jars de la première mini-série suit l'étrange encapsulateur présenté dans une sorte de Tupperware party aux allures coquines. Et là aussi, je pense que ça vaut le détour. Nous avons, pour démontrer la kitschitude, je pense qu'une seule image suffit. Donc voilà une sorte de mariage princier à la visiteur. Et le kitsch aussi du encapsulator, c'est donc cette nouvelle, et donc c'est cette sorte de Tupperware party sexuelle où vous avez cette sorte de gladiateur qui va être transformé grâce à cette machine de manière beaucoup plus efficace en nourriture. C'est à nouveau Elisabeth qui sauve l'humanité. Entrée en relation télépathique avec le mystérieux leader des visiteurs, elle empêche Diana de détruire les réacteurs du vaisseau mère et d'annihiler la Terre. Une fois Diana et James emprisonnés, elle rejoint le vaisseau du leader qui l'emmènera dans la planète originelle des reptiliens en gage de paix entre les deux espèces. L'on ne sait si elle est sacrifiée à une union exogamique, selon les vieux rituels anthropologiques, afin de fusionner ces dernières. Le double cliffhanger final promettait des futurs rebondissements, puisqu'on y voyait Kyle s'infiltrer dans le vaisseau ou convoler son amoureuse, ainsi qu'une bombe courtoisie de Diana. On n'en saura malheureusement rien, puisque c'est la fin de la franchise à l'époque. L'on pourrait encore évoquer d'autres aspects qui renouvellent la tradition reptilienne. La question omniprésente du contrôle et la manipulation de et par les médias prolonge la problématique centrale du récit de Nelson. À plusieurs reprises, la résistance tente d'exposer comme nada la véritable nature des occupants en ondes, mais toujours les visiteurs réussissent à détourner, censurer ou trafiquer les images. Donc, bon, ça arrive avec Donovan quand il essaye de montrer les preuves donc, dans la première série. Ça arrive lors du raid de l'hôpital, puisque Diana tue carrément Christine, qui refuse de signaler l'incident comme un canular terroriste et qui lance un appel désespéré à la rébellion. Et Diana fait filmer une fausse reconstitution du raid carrément. Les échos de la propagande nazie qui présentait systématiquement l'action de la résistance comme étant le fait de dangereux terroristes ou de simples criminels se mélangent ici avec l'obsession de la manipulation de l'information héritée de la contre-culture et renforcée par le scandale de Watergate. 4 ans plus tard, Noam Chomsky publierait son classique Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, donc en 89. Symptomatiquement, la méfiance envers les médias et l'obsession d'y voir sans cesse des manipulations à l'œuvre allaient devenir des piliers du complotisme reptilien, alors que celui-ci brouillera complètement la frontière entre fiction et non-fiction, n'hésitant pas à détourner autant des images d'actualité que des mythologies de la culture pop, dont V, pour illustrer ses propos. Merci beaucoup de votre attention.